Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 décembre 2024. Au micro, Patrick Sauroin-Joly, associé de KPMG Avocat, responsable du département Fiscalité internationale. Il y a un peu plus d'un mois, Donald Trump était largement réélu à la présidence des États-Unis et le Parti républicain redevenait majoritaire aux deux chambres du Congrès. Alors que le futur 47e président américain met en place sa nouvelle administration, Radio KPMG vous propose d'esquisser les évolutions législatives et administratives susceptibles d'intervenir dès 2025 en matière de fiscalité américaine, lesquelles pourraient avoir un impact sur les groupes français présents outre-Atlantique. Mes invités, tous deux associés francophones de KPMG US, vont nous aider à y voir plus clair ce matin. George Gans, qui nous rejoint en duplex de Pittsburgh. Alors, George est responsable de l'activité de conseil fiscal aux entreprises françaises établies aux États-Unis. Et Larry Lemoine, qui lui est à mes côtés dans le studio, conseille depuis une vingtaine d'années les groupes français implantés aux États-Unis. Bonjour George, bonjour Larry, et merci d'être avec nous. Bonjour Patrick, merci de nous avoir invités. Bonjour Patrick, c'est un plaisir de retrouver le micro de Radio KPMG. Avec la réélection de Donald Trump et un congrès républicain, pensez-vous, George, que nous nous retrouvons dans la même situation qu'au début de la première présidence Trump en 2017 ? De quelle marge de manœuvre le Grand Old Party républicain, le GOP, dispose-t-il ? Oui et non. Alors oui, car les résultats électoraux de novembre donnent aux républicains la possibilité de faire avancer leurs projets en matière fiscale comme non fiscale du reste, pendant 2 ans au moins, c'est-à-dire jusqu'aux élections de mi-mandat ou les midterms de 2026. Et non, parce que le contexte actuel n'est pas identique à celui de 2017, dans la mesure où Donald Trump est bien plus expérimenté en tant que président, qu'il dispose d'une influence encore plus grande sur le GOP et qu'il s'entoure de personnes qui lui sont dévouées. Il est certainement utile de rappeler, George, le processus législatif américain et de jauger la capacité des républicains à légiférer seuls, sans le soutien de l'opposition démocrate, au regard de la fracture au sein de la société américaine. Conformément à la Constitution, toute loi aux États-Unis doit d'abord être adoptée à la majorité simple par la Chambre des représentants. Au regard de la très courte majorité dont dispose le Parti républicain à la Chambre, il devrait s'assurer de l'absence de toute défection et du vote de l'ensemble de ses représentants. Le projet de loi passe ensuite au Sénat, où il doit en principe être adopté par au moins 60 sénateurs sur 100. La majorité des 53 sièges dont il dispose le GOP n'est pas suffisante à elle seule pour faire échec à un filibuster. Une précision pour nos auditeurs, George. Par filibuster, vous voulez parler des interminables discours d'obstruction parlementaire, c'est bien cela ? Je pense à une image, je pense à James Stewart dans le film Mr. Smith au Sénat. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il existe une procédure dite de réconciliation budgétaire qui permettrait aux républicains de faire adopter certaines lois à la majorité simple de 51 sièges. Attention, une condition restreint le recours au budget reconciliation. La nouvelle loi ne peut créer un déficit au-delà d'une période de 10 années. Et certains républicains sont allergiques au déficit. Cette procédure fut utilisée en 2017 lors de l'adoption de la réforme fiscale de la première présidence Trump, la Tax Cuts and Jobs Act, ou TCJA, ou encore en 2022 sous la présidence de Biden, lors de l'adoption de la loi politique industrielle verte connue sous l'acronyme IRA pour Inflation Reduction Act. L'administration Trump devrait vraisemblablement y avoir recours en 2025 à nouveau. Je me tourne maintenant vers vous, Larry. Pouvez-vous nous éclairer sur le programme fiscal de la présidence Trump 2.0 ? Car de ce côté de l'Atlantique, nous manquons d'informations sur les intentions du nouveau président. Même si lors de sa campagne, nous avons compris que Trump voulait renforcer les mesures protectionnistes, inciter à la production sur le territoire américain et sanctionner les importations étrangères. Oui, la priorité du président Trump sera certainement de protéger la réforme fiscale iconique de son premier mandat, qu'évoquait Georges à l'instant, et que j'avais eu le plaisir de présenter sur ces ondes en 2018. Il pourrait même décider d'aller encore plus loin. À ce jour, les mesures de fiscalité personnelle apportées par la réforme de 2017, en particulier les abaissements de taux de l'impôt sur les revenus, cesseront fin 2025. En autres termes, et sans action législative, les taux d'impôt pour les personnes physiques retrouveront en 2026 leur niveau de 2016,
ce qui représenterait l'augmentation d'impôts la plus importante depuis la grande réforme fiscale de 1986 de Ronald Reagan. Il est donc fort à parier que le Parti républicain fasse tout son possible pour éviter cela. En ce qui concerne les entreprises, un certain nombre de dispositifs de fiscalité internationale devraient se durcir si rien n'est fait en 2025. Je pense par exemple à la réduction du mécanisme FDII de soutien aux exportations des biens et de services Made in America, à l'augmentation de la taxation des bénéfices des filiales étrangères par le biais de GILTI, ou encore à la hausse de taux de dispositif, le BEAT tax, de lutte contre l'érosion de la base fiscale, laquelle vise en premier lieu les filiales américaines de groupes étrangers. Par ailleurs, le Congrès américain devra travailler à cette mesure de la loi 2017, entrée en vigueur de manière différée en 2022. À quelles mesures concrètes pensez-vous? Le meilleur exemple est l'obligation d'immobiliser les dépenses de recherche et développement et de les amortir sur une durée de 5 ans pour les dépenses nationales et de 15 ans pour les dépenses étrangères. On s'attendait à ce que cette obligation soit annulée avant son entrée en vigueur, mais cela n'a pas été le cas. Les entreprises souhaitent vraiment que la déduction immédiate de dépenses de R&D domestique soit renouvelée. Un autre exemple d'importance, lui aussi, concerne la déduction des intérêts aux États-Unis. Comme en France et dans la majeure partie de l'Europe, ils sont limités à 30% de l'EBITDA fiscal. En 2022, le seuil a été abaissé brutalement à 30% de l'EBIT fiscal, ce qui a pénalisé de nombreux groupes américains comme français. Les entreprises espèrent donc le retour de la limitation à 30% de l'EBITDA. Enfin, l'amortissement exceptionnel à 100% de tout nouvel investissement, introduit en 2017, s'est effrité au fil de l'eau pour tomber à 40%. On parle d'un éventuel retour à 100%. Si elle est confirmée, la prolongation des dispositions favorables de 2017 pourrait maintenir un environnement fiscal attractif pour les entreprises opérant aux États-Unis, y compris les filiales de groupes français, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Nous avons fait le tour des mesures fiscales qui devraient perdurer ou devraient permettre d'améliorer d'anciennes mesures. Mais qu'en est-il, George, des nouveautés fiscales qui pourraient voir le jour en 2025 ? Si l'on se réfère, Patrick, aux promesses de la campagne électorale, il semblerait que certaines mesures d'exonération relatives aux personnes physiques soient prévues, comme par exemple l'exonération des heures supplémentaires et des cotisations de sécurité sociale, ou encore la fin du plafonnement de la déductibilité des impôts perçus localement, les state taxes. En ce qui concerne les entreprises, on a beaucoup entendu parler de l'éventuelle baisse du taux de l'impôt fédéral sur les sociétés de 21 à 20%, voire même à 15%. Au fur et à mesure de la campagne électorale, il a été évoqué que le taux réduit de 15% pourrait être réservé aux seules activités de production réalisées sur le sol états-unien. Un tel avantage accordé au groupe américain fait penser à l'ancien article 199 du Code fédéral des impôts, abrogé après 2017, mais qui serait facile à réactiver pour promouvoir le Made in America. Oui, Made in America si cher à Donald Trump. Et savons-nous comment ces ambitieuses baisses d'impôts pour les particuliers, comme les entreprises, pourront être financées ? C'est une bonne question, dans la mesure où leur coût est estimé à 5 000 milliards de dollars au moins. Le maintien des taux pour les particuliers représenterait à lui seul au moins 3 000 milliards. Ainsi que nous l'évoquions il y a quelques instants, l'adoption d'une loi selon la procédure de Budget Reconciliation requiert que le déficit n'excède pas une période de 10 années. Dans un contexte d'endettement déjà très fort, une augmentation des ressources fiscales paraît indispensable. Sur ce point, Donald Trump a parlé tout au long de sa campagne d'un accroissement des droits de douane. Il a par exemple menacé les deux principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada et le Mexique, de l'instauration de droits de douane de 25% et la Chine d'une augmentation de 10% des droits de douane existants. Selon ses récentes déclarations, il envisagerait même des droits de 100% sur les importations en provenance des pays BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, si ces pays tentaient de créer une monnaie de référence rivalisant le dollar américain. On ignore bien entendu si ces menaces seront suivies d'effets, mais il semble indéniable que le président Trump utilisera les droits de douane dans sa politique en matière de finances publiques.
Mais il reste aussi des budgets non encore utilisés, issus des grandes lois de la programmation budgétaire de l'administration Biden, sur lesquelles les républicains lorgnent. Je pense par exemple à l'Inflation Reduction Act, que nous mentionnons il y a quelques instants, et qui a ouvert des crédits de 800 milliards de dollars en tout. Mais aussi à la loi CARES de 2020, au-delà de 2000 milliards, la loi IIJA de 2021 à 1200 milliards, ou encore la loi CHIPS de 2022, près de 300 milliards. Des réserves budgétaires existeraient donc bien pour financer les cadeaux fiscaux faits aux entreprises et aux particuliers. Mais j'ai quand même une question, George. Quand ces modifications législatives pourront-elles être adoptées ? C'est difficile de vous donner une date précise, Patrick. Toutefois, dans la mesure où les dispositions issues de la réforme de 2017 et intéressant les particuliers se heurtent à la date butoir de 31 décembre 2025, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la nouvelle administration Trump inscrive une réforme fiscale d'ampleur au rang de ses top priorités de l'année prochaine, toutes comme celles relatives à la sécurité des frontières ou aux questions d'immigration. Une nouvelle réforme fiscale d'ampleur qui nous donnera l'occasion d'en parler sur ces ondes. Larry, abordons maintenant l'impôt minimum mondial ou pilier 2 et sa règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, la RB2I, ou la UTPR selon l'acronyme anglais. Pour mémoire, en l'absence d'adoption par les États-Unis du pilier 2, et notamment de la règle d'inclusion du revenu, les groupes américains qui n'atteindront pas le taux d'imposition minimal de 15% dans une juridiction donnée seront assujettis pour la première fois en 2025 à une imposition complémentaire, à une top-up tax, prélevée localement par le biais justement de la RB2I ou de la UTPR. Comment pensez-vous que les États-Unis réagiront à l'application de cette règle sur les multinationales américaines ? Bien que membre du cadre inclusif de l'OCDE, il pourrait percevoir l'application de l'UTPR comme une mesure discriminatoire contre les groupes américains. Cela pourrait inciter la nouvelle administration Trump à prendre les mesures punitives contre les pays prélevant l'UTPR sous la forme de droits de douane spécifiques ou de renforcement ciblé du mécanisme du BEAT tax. Je rappelle à nos auditeurs que le BEAT tax est un mécanisme anti-érosion de la base d'imposition américaine frappant les consommations de biens et de services en provenance de l'étranger. Et l'on entend par ailleurs que ces mesures de rétorsion pourraient également concerner les pays, comme la France, qui maintiennent une taxe sur les services numériques. Oui, absolument, Patrick. On se souvient que ces Digital Service Taxes devraient disparaître une fois les règles du pilier 1 mises en œuvre. Or, on imagine mal les États-Unis adopter pilier 1, encore moins sous la présidence Trump. Donc, cela sera une pomme de discorde fiscale entre les deux côtés de l'Atlantique. Et voilà un autre sujet sur lequel nous vous tiendrons informés sur ces ondes. Un grand merci, George et Larry, pour ces premiers éclaircissements sur les intentions fiscales de la nouvelle présidence Trump. Nous suivrons avec intérêt les évolutions législatives outre-Atlantique à compter de l'investiture du président Trump le 20 janvier prochain et ne manquerons pas de proposer à nos auditeurs une nouvelle émission Special USA quand nous y verrons plus clair. D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous, et avec un peu d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre écoute et bonne fête. Happy Holidays! Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.